On a vu les modalités du chant, la fonction, le chant en tant que carte de visite. Voyons maintenant comment font les oiseaux pour diffuser au mieux leur message. Puisque cette activité de chant est à la fois énergivore, on l'a vu à plusieurs reprises, mais aussi dangereuse. Puisqu'un oiseau qui chante, notamment quand il est perché, peut se faire prédater facilement par un épervier. En tout cas, il est très facilement localisable. Il faut donc que le message soit efficace lors de sa transmission et optimal pour être entendu au mieux et compris par les femelles, puisqu'il s'agit bien d'un message. Quand on analyse un petit peu la dispersion des sons, on s'aperçoit que, à règle générale, les sons émis en hauteur, éloignés du sol, des perturbations proches du sol, ont une meilleure portée. Et un certain nombre d'oiseaux ont décidé, ont mis en place un comportement de chant en vol. Donc on a évidemment les alouettes, on a le pipit des arbres par exemple qui va s'envoler pour faire son chant nuptial. Les fauvettes grisettes chantent régulièrement aussi au cours d'un petit vol nuptial. Et ils sont comme ça assez nombreux, de l'alouette à l'outarde, à essayer de s'éloigner un tantinet des perturbations thermiques, notamment au niveau du sol. Donc c'est chanter haut, mais c'est aussi chanter tôt, parce que la fraîcheur de l'air rend la transmission des sons plus pertinente, plus efficace, il y a moins de distorsion des fréquences par des températures fraîches. Et classiquement, la grande majorité des oiseaux chantent ce qu'on appelle dans le chorus matinal, c'est-à-dire une vingtaine de minutes avant le lever du soleil, jusqu'à 2 heures après le coucher du soleil, là au moment où les phases de transmission du son sont les plus efficaces. On retrouve aussi une phase de chant souvent en fin d'après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment dans la chronologie des chanteurs, certaines espèces démarrent très très tôt. L'alouette Lulu peut démarrer facilement 1 heure et demie avant le lever du soleil. Elle chante parfois d'ailleurs à la pleine lune. Mais chez beaucoup d'espèces, on a un étagement avec les grives qui commencent à chanter très tôt, l'alouette Lulu, je le disais, le rouge-gorge. Et il y a plusieurs études qui ont montré que la taille de l'œil était corrélée à la période initiale de chant en matinée. Donc plus l'œil est gros par rapport à la proportion de l'oiseau, plus il va chanter tôt dans la journée. Donc gros œil égale petit dormeur. Et c'est effectivement le cas si vous faites du stock ou si vous contribuez à des suivis de points d'écoute. Vous avez sans doute remarqué que vous allez détecter les grives et les rouges-gorges bien avant les verdiers et les chardonnerets, par exemple. La question de la longueur d'onde est aussi assez cruciale dans la transmission des sons, puisque la fréquence et le mode de vocalisation vont être adaptés aux conditions environnementales. Si on prend l'exemple du boom du butor, qui est un son très grave qu'on rapproche souvent d'un mugissement de bovin, on peut l'entendre dans de très bonnes conditions atmosphériques à près de 10 km, ce qui est juste extraordinaire en matière de transmission de son. Et donc les oiseaux ont adapté leur modalité de chant en fonction des contraintes environnementales dans lesquelles ils vivent. Et quand on étudie tout ça, non pas à l'échelle d'une seule espèce, parce qu'il existe toujours des espèces qui n'ont pas les caractéristiques propres à leur milieu, mais quand on analyse des cortèges d'espèces, on s'aperçoit que les espèces des milieux ouverts ont tendance plutôt à faire des modulations de fréquences rapides, notamment des trilles. C'est le cas par exemple du bruant-proyer. En milieu forestier, au contraire, les oiseaux ont plutôt à des tonalités pures, des sifflements plutôt longs pour bénéficier de la réverbération. Donc c'est le cas des merles, c'est le cas des grives, du ramier, du loriot. Et dans les exemples assez extrêmes des espèces qui vivent près des torrents, le bruit blanc de l'eau agitée couvrant l'essentiel du spectre, on s'aperçoit que ces chants incluent des notes très incisives et aiguës. Et ça, on va retrouver ça dans le chant du cincle plongeur, du martin pêcheur ou de la bergernette des ruisseaux. Donc en fait, les espèces s'adaptent à leur environnement pour avoir la meilleure performance en matière de transmission acoustique. Alors on a vu comment les oiseaux s'adaptaient à leur contexte environnemental pour diffuser leur message. Voyons maintenant si les oiseaux sont en capacité
de faire évoluer leur chant. Et si ces chants sont fixes dans le temps, si ce qu'entendaient nos grands-parents dans les campagnes correspond à ce qu'on entend aujourd'hui. Alors, une chose intéressante, c'est que pour un certain nombre d'espèces, on l'a vu tout à l'heure, il y a des ocines et des non-ocines. Donc les non-ocines, c'est par exemple le canard colvert. On pense que le canard colvert euh, dispose de son chant de façon innée. Si on prend une nichée de colvert et qu'on l'élève hors du contexte familial, elles vont faire Ça, c'est pas le pire. le cancanement qu'on connaît. Mais pour d'autres espèces qui apprennent leur son, on a des particularités intéressantes. Je vous prends ici l'exemple du fauvette à tête noire avec la, l'expansion d'une sorte d'innovation d'un chanteur. Et c'est juste pour illustrer le fait que dans un certain nombre de cas et pour certaines espèces, chaque chanteur peut innover dans son signal et voir si ça fonctionne auprès des femelles. Et dans un certain nombre de cas, ces innovations fonctionnent de façon fulgurante. Et je vais vous prendre donc cet exemple-là avec cette fauvette à tête noire détectée à Irati, donc dans les Pyrénées en 2019. Je vous fais écouter un chant typique de fauvette à tête noire et je vous invite à vous concentrer sur la fin des deux strophes. Il y a deux strophes assez courtes. Ça marche? Ça marche. Super. Voilà. Et je vous fais écouter maintenant le chant de ce mâle d'Irati. La fin est totalement différente avec une sorte de petite mélodie rythmée. Et ce mâle, en fait, a sans doute connu un succès assez flagrant puisque 15 jours plus tard, les 20 mâles autour avaient adopté ce tube de l'été. Et en y retournant l'année suivante, quasiment tous les mâles de ce secteur de forêt avaient adopté ce type de chant qui est totalement atypique et que personnellement je n'ai entendu que là. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que les chants sont évolutifs et que potentiellement, on peut imaginer, que petit à petit, ce type de signal un peu particulier va contaminer, entre guillemets, les fauvettes de secteurs un peu plus larges. Alors ça, c'est une approche qui a été très étudiée en Amérique du Nord et on s'est aperçu par exemple qu'en 20 ans, le bruant à gorge blanche, qui est une espèce de passereau assez répandu en Amérique du Nord, du Canada jusqu'au nord des États-Unis, en 20 ans, son chant avait changé à partir de la côte ouest. Le chant typique, c'est « Où es-tu, Frédéric, Frédéric, Frédéric ?» Et en fait, il est petit à petit devenu « Où es-tu, Frédé, Frédé, Frédé ?» Et ce chant-là, en fait, s'est répandu de la côte ouest du Canada jusqu'à la côte est des États-Unis. En l'espace de 20 ans, il existe maintenant plus qu'une seule petite frange de chanteurs le long de la côte atlantique qui utilisent l'ancien chant. Donc ça montre que les oiseaux sont capables de faire évoluer leur chant en fonction de particularités propres à leurs signaux et la façon, probablement, dont la femelle sélectionne les mâles. Un point important aussi sur l'aspect évolutif du chant, c'est que stop ou encore, est-ce que les oiseaux chantent tout le temps ou pas en été? Vous l'avez tous constaté, il y a des phases de chant et des périodes où les oiseaux ne chantent plus. Un bon critère, par exemple, c'est que le rossignol arrête de chanter au moment du Tour de France. Vous en entendrez probablement très très peu après les premières étapes. Chez la plupart des espèces, notamment celles qui n'ont qu'une ponte par saison, une fois que la femelle a déposé ses œufs, les mâles arrêtent de chanter et ou ne rechantent que quand des femelles sont disponibles. Elles ont échoué dans leur couvée et sont de nouveau fertiles. Il peut y avoir une nouvelle phase de chant. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils vont modifier leur chant pour ne conserver que sa fonction territoriale.
On l'a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, dans les fonctions du champ, il y avait un côté nuptial et un côté territorial. Si on regarde ce que ça donne chez le pinson des arbres, par exemple, la composante est assez clairement identifiée. La première partie du signal a une fonction territoriale. La dernière partie du signal a une fonction nuptiale. C'est une sorte de gazouillis un peu mélodieux qui se situe à la fin du chant. Et cette partie-là, à partir des premières pontes, voire de la deuxième ponte, les mâles l'abandonnent pour ne garder que cette première partie. Et enfin, dans le caractère évolutif des chants, les oiseaux sont aussi en capacité de s'adapter à leur contexte environnemental. On sait par exemple que les oiseaux urbains, comme la mésange charbonnière ou le merle noir, ont élevé leur fréquence de chant pour contrer les problèmes de pollution sonore et pour que leur vocalisation se diffuse mieux dans ce contexte de brouhaha. Et ce qui est intéressant, c'est alors qu'on aurait pu penser que les jeunes oiseaux urbains reprennent de façon classique le chant qu'ils ont appris de leurs parents, on s'est aperçu durant la phase du Covid et le confinement que les oiseaux reprenaient leur chant typique, plus élaboré, à un volume sonore moins puissant, et qui engendrait surtout moins de conflits. Étonnamment, les oiseaux urbains en viennent plus, entre guillemets, aux mains que les oiseaux ruraux. Parce que l'efficacité des joutes vocales sont moins efficaces dans un contexte sonore pollué. Alors on a vu l'évolution du chant dans le temps, maintenant je vais clore avec le chant comme objet d'étude. Vous le savez tous, puisqu'on a déjà abordé ce sujet dans plusieurs apérophones, les chants sont très utiles aux ornithologues. Donc j'ai dit des chants très tendances parce que ça permet notamment, via des programmes comme le suivi temporel des oiseaux communs, d'évaluer la tendance d'évolution des populations d'oiseaux en utilisant les mâles chanteurs comme paramètres de relevé. Et on se sert des époques, donc l'effectif des populations d'oiseaux, là encore des points d'écoute basés sur l'identification des chanteurs et leur dénombrement, pour estimer les populations d'oiseaux. Donc pour les ornithologues, la disponibilité de ce marqueur sonore est une des variables qui nous permettent de suivre des populations. Les chants d'oiseaux et plus globalement les vocalisations des oiseaux sont l'objet d'études très très importantes en ce moment. Ça a démarré à la fin des années 70 et là c'est vraiment un sujet en vogue via une discipline qui s'appelle la bioacoustique et qui étudie pourquoi et comment les oiseaux chantent, comment ils apprennent leur chant, comment ils sont produits et quels sont les organes de perception, les fonctions, les contraintes, la physiologie liée au chant, la diversité de ces chants, les compositions, leur évolution. Tout un tas d'études qui sont très très intéressantes et passionnantes d'un point de vue de connaissance pure, mais qui a aussi des applications, notamment dans l'évaluation de la structure des paysages acoustiques, en se servant des sons comme des indicateurs de qualité des écosystèmes ou de dégradation des écosystèmes. Et ça, c'est intéressant parce que dès 62, Rachel Carson, qui a publié le best-seller Silent Spring, Un printemps silencieux, avait identifié clairement que à l'époque, le DTT détruisait les populations d'oiseaux et qu'elles se retrouvaient dans un environnement acoustique extrêmement appauvri. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cet appauvrissement se caractérise aussi par des printemps qui sont de plus en plus silencieux, y compris en France. Donc les sons de la nature sont de plus en plus étudiés comme révélateurs de cette évolution de la biodiversité et de la qualité et de la naturalité des écosystèmes. On peut avoir des écosystèmes qui sont plus bruyants, mais avec moins d'espèces qui les composent, ou des espèces plus banales, et on perd par exemple des espèces spécialisées. Donc toute cette phase-là d'analyse est en cours de développement actuellement, et beaucoup de programmes sont mis en œuvre, à la fois en métropole, mais aussi dans les départements et territoires d'outre-mer pour pouvoir suivre mieux la qualité des écosystèmes. Voilà, j'ai été très long, je m'en excuse.
On arrive à la fin de cette présentation. Je remercie les photographes de Faune France qui ont contribué à l'illustration de cette conférence et je vous remercie de votre patience et de votre bienveillance.